Alors mon livre porte sur les réformes du droit de la famille au Sénégal et au Maroc. Donc il s'agit en fait dans ce livre de questionner en fait la manière, le comment l'État a procédé à une réforme d'une question qui est très sensible politiquement, notamment en raison des enjeux religieux qu'elle recouvre. Et j'ai choisi de traiter de cette question, à la fois en m'intéressant au processus de réforme lui-même, comment la loi est élaborée, et dans un deuxième temps, à la question de son application, comment les juges, les médiateurs, les justiciables se saisissent finalement de cette norme familiale. C'est une étude que j'ai menée donc, dans une logique comparative entre le Sénégal et le Maroc. C'est une comparaison que j'ai définie comme étant une comparaison aux frontières donc, de deux aires culturelles, le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, qui sont finalement peu comparées dans la littérature académique et qui renvoient donc à des spécialisations, des théories assez différentes d'analyse. Donc j'ai essayé un peu de faire un pont entre ces deux mondes et voir ce que ça pouvait nous dire, nous révéler, notamment du rôle de l'islam. Et je montre finalement que c'est un islam extrêmement pluriel, tant du point de vue juridique, politique, social ou culturel, auquel on a affaire et qui va jouer, selon les cas, selon l'espace et le temps, soit comme contrainte, soit comme opportunité. Ce livre, donc, initialement, il provient de ma thèse de doctorat par rapport aux données, au travail qui a été fourni de recherche. Mais c'est un livre, et ça a été pour moi l'enjeu de l'écriture, c'était de réussir à produire un autre ouvrage. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'un autre ouvrage, puisque c'est un autre esprit, c'est un ouvrage plus court, dans lequel j'avais à cœur finalement d'arriver à sensibiliser plus largement le public sur les questions que j'abordais, c'est-à-dire ne pas m'en tenir à un public spécialisé, académique, spécialiste de sciences politiques ou de sociologie du droit, mais de montrer plus largement que les questions que je traite, qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme, de la sécularisation, de la gestion du religieux par l'État, des mouvements féministes, des mouvements religieux, de leur diversité, de leurs contradictions, la manière dont ils interagissaient. Voilà, il me semble que c'est des questions extrêmement importantes, aussi bien dans les pays que j'étudie, le Maroc et le Sénégal, que dans les pays occidentaux. On le voit au Québec, au Canada plus largement. Ce sont des questions qui sont extrêmement présentes dans le débat public. Et je trouvais ça intéressant de mettre un peu en perspective ces débats par rapport à ce qui peut se passer donc, dans des pays africains. Alors, pour réaliser le livre, j'ai effectivement réalisé plusieurs séjours de recherche, plusieurs enquêtes de terrain. Il faut savoir que la littérature sur ces questions de droit de la famille, de statut de la femme, elle est beaucoup plus développée dans le cas du Maroc, ou en tout cas, on a beaucoup plus de choses en sociologie, en sciences politiques. Sur le cas du Sénégal, il y a moins de choses, il y a quelques travaux importants, mais c'est surtout quand même un angle juridique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'insister principalement dans mes enquêtes sur le Sénégal, sur lequel finalement il y avait peu de données produites, à la fois dans les recherches, mais aussi dans les données officielles, les données étatiques. Par exemple, il y a très peu de statistiques qui sont élaborées, à l'inverse du cas marocain. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié vraiment l'enquête au Sénégal et j'ai utilisé les travaux déjà existants au Maroc finalement pour questionner, renvoyer ces questions au cas sénégalais. Et puis les données que j'ai trouvées au Sénégal, justement, je m'en servais de la même manière, par effet miroir sur le Maroc, pour poser de nouvelles questions au cas marocain. Sur les méthodes maintenant, j'ai essentiellement mobilisé donc, des méthodes qualitatives avec des entretiens. J'en ai réalisé plus d'une centaine si on regarde sur les deux pays, avec les acteurs gouvernementaux, avec les acteurs du monde judiciaire, mais aussi avec donc, les groupes militants, aussi bien féministes qu'islamistes. Et dans le cas du Sénégal, j'ai pu compléter tout ça par de l'observation au sein des tribunaux, au sein des maisons de justice, donc observation de séances de conciliation, d'audiences d'état civil. Donc ça a été un complément utile, de même que la mobilisation de sources écrites. Donc dans l'étude de la production du droit de la famille, j'ai mobilisé beaucoup les débats parlementaires, les archives de presse. Et sur l'étude de l'application,
Là, je suis allée faire du dépouillement de jurisprudence, de procès-verbaux de médiation, aussi dépouiller les rapports des associations qui font des bilans assez réguliers de l'application du droit de la famille, notamment dans le cas du Maroc. Et j'ai complété cela avec donc une étude statistique dans le cas du Sénégal, puisqu'on manque de chiffres. Une étude statistique qui visait à montrer les évolutions du mariage sur une trentaine d'années dans la ville de Dakar. Je dirais que voilà, dans mon livre, clairement, moi je me positionne dans une démarche vraiment sociologique, c'est-à-dire je ne cherche pas à savoir finalement si ce que disent les textes religieux sur le statut de la femme. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de rendre compte des différentes interprétations qui sont données, quels sont les acteurs, les actrices qui portent ces différentes interprétations et finalement quelle place est laissée à leur interprétation dans le processus de décision. Mais on peut quand même noter que Maroc comme Sénégal, ce sont deux pays à majorité musulmane, avec le Maroc où l'islam est religion d'État. Et dans ces deux pays, on voit déjà que le droit de la famille mobilise une pluralité de sources de droit, pas uniquement le droit religieux, loin de là, et que dans les deux pays, on a eu des réformes assez substantielles du statut des droits des femmes, ce qui montre, à mon sens, clairement que la religion n'est pas un obstacle à une possible réforme, qu'on peut réformer dans le cadre religieux. Et les exemples sont à ce titre éclairants. On voit par exemple au Sénégal que la loi prévoit une succession de type égalitaire entre les hommes et les femmes, la possibilité pour la femme musulmane d'épouser un non-musulman. Au Maroc, parmi les réformes phares de la réforme de 2003, il y a notamment la suppression de la tutelle obligatoire dans le cadre du mariage, la création donc, de l'article 49 qui prévoit un partage des biens entre les époux en cas de divorce. On peut noter aussi un encadrement beaucoup plus strict de la polygamie. Donc voilà, toute une série de réformes qui ont été rendues possibles et qui montrent qu'on n'a pas une loi musulmane, une loi islamique qui serait immuable et gravée dans le marbre. Et on voit au contraire qu'il y a plusieurs interprétations possibles, que les interdits et les droits ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et que finalement, c'est plutôt, et en tout cas moi c'est l'angle que je privilégie, une question de rapport de force dans le champ politique pour savoir quelles interprétations vont finalement primer. Alors le régime politique, c'est une variable clé pour comprendre la réforme ou la non-réforme du droit de la famille, puisque on voit dans le cas du Sénégal qu'on a une réforme dans les années 70 qui a été possible parce que justement le régime, république laïque, avait une réelle légitimité. On est au moment des indépendances, donc il y a une vraie force de l'idéologie, de la modernité, laïcité, dans un contexte de modernisation, de développement, voilà, avec toute l'euphorie finalement qu'avait suscité l'indépendance. Et ça, c'est clairement retombé 30 ans, 40 ans plus tard. Il y a un déclin des élites politiques, une perte de confiance des populations. Et on voit que cette idéologie de la modernité-laïcité, elle a clairement perdu sa prédominance. On a aujourd'hui des définitions de la modernité qui sont concurrentes, et notamment une définition religieuse de la modernité. Et donc face à cette fragilisation des élites politiques, à la fragilisation du registre de laïcité qu'elles mobilisent, on voit qu'elles font le choix de ne pas réformer, de maintenir le statu quo. Dans le cas du Sénégal, je développe assez longuement dans le livre l'action des maisons de justice, qui sont des structures de médiation qui ont été mises en place par l'État, donc qui sont gratuites et qui visent à attirer une population qui finalement ne va pas facilement devant les tribunaux. Et au sein de ces maisons de justice, c'est intéressant de voir que les conflits familiaux occupent une place centrale, ce qui montre que finalement le tribunal dans sa forme classique n'est pas forcément le plus adapté à la gestion de ce type de conflit. Et ce qu'on retrouve dans ces maisons de justice, c'est que c'est essentiellement des femmes d'abord qui s'en saisissent et qui viennent pour faire valoir leurs droits. Et on voit comment dans ces maisons de justice on essaye d'aménager un peu le droit et d'essayer de tenir compte à la fois du droit, mais aussi des réalités sociales et de faire tenir tout ça ensemble. Donc l'exemple que je pourrais donner, c'est celui du divorce et de ses conséquences. Au Sénégal, donc, au niveau juridique, légal, la répudiation est proscrite.
Or, dans les faits, c'est une pratique très courante. La plupart des femmes ignorent d'ailleurs que c'est une pratique interdite et elles vont trouver les maisons de justice pour demander de l'aide parce qu'elles se retrouvent démunies, notamment pour gérer, prendre en charge leurs enfants. Alors le médiateur, il aurait la possibilité de les renvoyer devant les tribunaux puisque la répudiation est proscrite et les inciter à engager des poursuites pénales contre leur mari. Mais de manière concrète, ça ne leur serait pas utile parce que c'est du coût, c'est un investissement, de l'argent, du temps et ça ne résout pas leurs problèmes dans l'urgence de leurs problèmes. Là, donc, le médiateur va plutôt opter pour un accord à l'amiable en incitant, en essayant de convaincre le mari de verser, par exemple, une pension alimentaire qui sera donc récupérée par le médiateur tous les mois. Et ainsi donc de permettre à la femme de sortir de cette situation de grande précarité dans laquelle elle est plongée. Donc on voit ces ajustements qui se font entre le droit, les réalités sociales et ces tentatives donc d'aller dans le sens des intérêts des uns et des autres, quitte à faire des aménagements du droit officiel.